je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre. Je vous remercie pour la franchise de vos propos, parce qu'y compris sur certains aspects de l'ouverture à la concurrence, vous posez des interrogations aujourd'hui qui n'étaient pas les vôtres à l'époque, donc c'est toujours intéressant. Moi, je vais revenir sur la question de la discontinuité, parce que vous avez expliqué votre position au moment où vous étiez en charge de ce ministère. Vous avez évoqué la question du rapport de force qu'il était important de mener pour gagner des batailles. Je sais que c'est toujours difficile de se projeter, mais si vous étiez aujourd'hui ministre des Transports au moment où on se parle, au moment où l'enquête est déclenchée, est-ce que vous choisiriez toujours de mener cette bataille, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure? Et est-ce que vous aviez évoqué cette idée parce que vous aviez déjà dans l'esprit que ça serait une attaque contre l'opérateur public, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 23 trafics qui sont menacés, on a déjà un report modal inversé qui s'opère. Est-ce que vous aviez envisagé qu'il y avait des risques qu'un certain nombre de marchandises passent sur des camions au regard de la procédure engagée par la Commission européenne? La deuxième chose, c'est que vous avez évoqué le fait que, et ça a été dit à plusieurs reprises ici, que Fret SNCF n'était pas assez préparé à l'ouverture à la concurrence. Pourtant, Fret SNCF n'a pas été épargné par les plans divers et variés, 2003, 2007, 2009, 2011, 2016, où on nous avait toujours vendu des nouveaux plans à la SNCF pour réformer le fret et le rendre plus opérationnel. Au final, on voit ce qu'il en a été, c'est-à-dire un opérateur public toujours plus faible, avec moins de salariés, avec moins aussi de machines. J'ai une question précise là-dessus. En 2021, il y a eu la vente de Hermeva, qui s'occupait des wagons et qui a été vendue alors qu'elle était possédée à 100% par la SNCF. Si on voulait avoir un opérateur public fret qui soit en capacité de gagner des parts de marché, pour reprendre la logique en cours, est-ce qu'il ne fallait pas avoir un opérateur et une stratégie publique qui investissent dans le matériel, qui investissent dans des locomotives, plutôt que de se séparer de choses que l'on avait? Et enfin, ma dernière question, mais peut-être j'ai mal compris, au début de votre intervention, vous avez dit le réseau n'est pas saturé. Peut-être j'ai mal entendu, mais est-ce que vous avez bien dit ça? Okay. C'est ce qui n'était pas dit par différents intervenants depuis plusieurs jours. On nous évoquait la question d'un réseau qui était parfois saturé. Donc vous pouvez confirmer que selon vous, aujourd'hui, le réseau n'est pas saturé? Juste pour compléter ce que... Non, merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Non, c'était tout à fait le sens de ma réflexion. Je disais que, d'une manière générale, par exemple, les systèmes de signalisation ERTMS 2, bientôt 3, permettent de rapprocher les trains, et donc de les cadencer un peu différemment, et donc de désaturer les nœuds ferroviaires notamment. Et c'est dans ce sens-là que je disais que le potentiel de cadencement des trains est certainement, en modalisant le réseau, encore supérieur. Et c'est une bonne nouvelle d'avoir un réseau qui n'est pas saturé. Sur vos trois autres points, d'abord, y compris quand j'étais au gouvernement, je tenais ces propos, y compris dans l'hémicycle, sur une vision un peu plus contrastée que certains sur l'ouverture à la concurrence. Moi, j'ai toujours pensé et j'ai toujours pensé en étant assez souple sur, encore une fois, une ouverture à la concurrence qui se fait de façon contemporaine, et des exemples qui sont quand même un peu frappants. Si on prend l'exemple britannique, les Britanniques ont tout essayé. Ils ont essayé de privatiser le réseau, de franchiser les lignes. Ils sont revenus à des modes plus colbertistes, centralisés. Bref, ils ont à peu près tout essayé. Je trouvais intéressant de regarder ce que fait Transportation for London, qui, par exemple, sur l'hyperdense et donc les trafics qui pourraient s'apparenter à la ligne 1 du métro ou à RER A, par exemple, ils sont revenus à des systèmes plus intégrés. Donc, j'ai juste que ce n'est pas la fin de l'histoire. Moi, je ne sais pas vous dire de quoi sera fait le monde des transports en 2040, mais mon sentiment, c'est qu'il y a des segments sur lesquels la concurrence régulée peut très bien s'exercer. Je rappelle quand même que quand on parle de la concurrence dans le mode ferroviaire, on parle de quelque chose de très régulé. Pour être opérateur ou entreprise ferroviaire, il faut être certifié. La maintenance, les mécaniciens, vous connaissez ça par cœur, mais il ne faudrait pas faire croire ici que n'importe qui peut arriver et devenir entreprise ferroviaire. On parle vraiment d'une concurrence qui est très encadrée. Vous avez en France, en plus, des autorités qui regardent ça de façon très précise. Il n'en reste pas moins qu'il y a certainement des segments sur lesquels la concurrence est pertinente, d'autres moins. L'avenir le dira, et que le rôle du politique, c'est d'essayer de regarder ça lucidement et de se dire que parfois c'est bien, parfois c'est moins bien et ça s'améliore, parfois c'est moins bien et ça ne s'améliore pas. Donc faisons différemment. C'est ça le sens des propos que je tenais déjà à l'époque et que je maintiens maintenant. Sur la discontinuité, le rapport de force, je ne vais pas me livrer à un exercice de politique fiction en vous disant ou en hypothétisant ce que j'aurais fait à ce moment-là. D'abord, je connais trop la difficulté de la fonction pour le faire. J'ai quitté le ministère il y a 14 mois. Clément Beaune a hérité d'une situation qui, depuis, a évolué. Encore une fois, il a dit devant vous la solution qui lui paraissait à ce moment-là la plus pertinente au regard des risques
qu'il jugeait afférent aux deux options qui se présentaient devant lui, à savoir une discontinuité, en tout cas le chemin qu'il a pris, ou le maintien d'une forme de rapport de force et de contentieux avec la Commission en faisant valoir de façon peut-être plus rude la position française. Voilà, il a pris ce choix, il l'a expliqué devant vous, et moi, voilà, l'art est compliqué, la critique est aisée, l'art est difficile, comme dit le dicton. Je connais trop, encore une fois, la difficulté de la fonction pour porter un jugement qui, objectivement, ne serait pas pertinent sur la décision qu'il a prise. J'ai essayé de vous expliquer de façon très honnête, sincère, ce que moi j'avais fait. Et quelle était, pour conduire cette action, mon analyse politique, économique du système ferroviaire et pourquoi nous défendions cette position de façon assez rude, assez rustique, avec le soutien des différents premiers ministres précédents, Édouard Philippe à son époque, Jean Castex, et avec une très très bonne entente, je dois le dire, et une parfaite coordination avec Jean-Pierre Farandou, à ce moment-là président de la SNCF. Sur la dernière partie de votre question, et finalement à la fois la préparation du groupe SNCF et ce que nous avons engagé en 2018, moi j'ai beaucoup appris des auditions que j'avais menées à l'époque comme rapporteur. J'écoutais ce que tout le monde me disait et j'ai constaté à la fois chez les syndicats, chez les cheminots que j'ai pu interroger, auprès des différents dirigeants avec lesquels j'ai eu des échanges, qu'il y avait certainement, qu'il n'y avait pas une approche proactive de l'ouverture à la concurrence dans le fret. Et que ce défaut de proactivité a fait qu'à un moment, d'autres opérateurs ferroviaires sont venus de façon un peu agressive contester les marchés à Fret SNCF, et que Fret SNCF, à ce moment-là, n'était peut-être pas l'opérateur le mieux préparé pour répondre à ces appels d'offres, et qu'elle en a perdu un certain nombre. Ou en tout cas, qu'elle a diminué, que sa part de marché a diminué dans un marché du fret qui lui-même diminuait. Donc ça, je fais un constat, je crois, assez objectif sur finalement le choix de désendettement et ce qu'a fait ensuite le groupe SNCF pour rétablir son équilibre économique. C'était en quelque sorte une forme d'équilibre. L'État a consenti des moyens absolument considérables pour désendetter le groupe SNCF. Rappelez-vous, 35 milliards de dettes. C'est un groupe dont l'endettement était absolument insoutenable et qui aurait empêché toute forme de développement de la maison SNCF sur les différents segments qu'on a pu évoquer. Et dans le même temps, effectivement, il a été demandé à la SNCF de mettre en œuvre, d'organiser un plan de productivité, y compris en envisageant un certain nombre de sections d'actifs au sein du groupe SNCF. Vous savez que le groupe SNCF, enfin vous savez bien, vous êtes cheminot, le groupe SNCF, c'est évidemment l'entreprise ferroviaire, le cœur de métier, mais c'est aussi énormément d'activités qui sont parfois effectivement des prises de participation, parfois d'autres points d'activité de la mobilité avec Géodis par exemple, et il a été jugé souhaitable à ce moment-là par l'État et par le groupe SNCF que la cession d'Ameva pour 1 milliard d'euros venait contribuer au désendettement de la SNCF et lui permettait de se projeter sur ce qui était le cœur de son métier, c'est-à-dire le développement du trafic ferroviaire, fret et passagers. C'est comme ça que les choses ont été abordées à l'époque. Et après, il y a plein d'autres belles histoires à écrire sur le ferroviaire, y compris sur la dimension de ces nouveaux wagons intermodaux, sur les nouveaux terminaux combinés. Enfin, je pense que l'histoire n'est pas du tout finie sur les participations que pourrait prendre le groupe SNCF comme actionnaire ou comme opérateur dans l'année qui vient, dans un secteur qui change beaucoup. Ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais je sais que ça a été dit au moment des auditions antérieures, c'est que quand vous allez voir le triage de Wapi ou la gare de Trim-Miramas, je pense que... Alors c'est à la fois très beau, je le dis, sur la technicité, l'ingénierie de ces systèmes qui fonctionnent par gravité, mais enfin bon, on peut quand même se convaincre que ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que devraient être aujourd'hui ces centres de tri ou ces gares de triage, et qu'en tout cas, quand on les compare, moi, je suis allé en Allemagne, j'ai vu au Luxembourg la gare intermodale de Bettencourt, enfin, on voit quand même que le différentiel de modernité est flagrant et que la performance, ensuite, s'en ressent sur le plan opérationnel et économique. Donc je pense que voilà, tout ça s'organise avec une vision de l'avenir qui doit être enthousiaste, optimiste, et moi je pense que de ce point de vue-là, ce que nous avons fait en 2018, c'est le début de l'histoire, qui permet de repositionner la SNCF en son fonctionnement, en son sein, sur ces marchés sur lesquels elle est en concurrence et pour l'avenir, d'une façon qui est saine, y compris sur le plan financier. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On a donc une dernière question de Monsieur